Dans ce journal également, à retenir, améliorer la gestion des données de sécurité routière en Afrique de l'Ouest, thème donc de la journée de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest, OSRAO. Et c'est Jules Sambou Sissoko qui nous donnera des explications sur l'importance et les enjeux liés à cette journée. 17 milliards de francs CFA, c'est le coût ou l'enveloppe de la nouvelle stratégie de WaterAid qui vient d'être lancée. Eh bien, c'est une stratégie quinquennale qui vise à faire du système eau, hygiène et assainissement une priorité pour améliorer la santé publique. À suivre toute l'actualité internationale dans ce 13h dimanche et puis dans une quinzaine de minutes, toute l'actualité des sports, ce sera avec vous, Bemba Sibi, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors quel est le menu de cette page des sports ce dimanche? C'est le sport roi, le football qui est au menu de ce 13h dimanche. Après quelques jours d'arrêt en raison du boycott des arbitres, le championnat national de Ligue 1 revient avec la suite de la 16e journée. Deux rencontres sont au programme ce dimanche. Les demi-finales de la Coupe du Mali se jouent à Ségou au stade Amarindao. Ce sera le samedi 13 mai 2023. Et puis nous parlerons de la CAN des moins de 17 ans qui se tient en Algérie pour terminer avec le sacre du Real de Madrid en Coupe d'Espagne hier soir. Voilà pour le sommaire de la page sport de ce 13h dimanche. Le rendez-vous des sports à ne pas manquer dans un quart d'heure avec Bemba Sibi et puis Focus Santé qui jette ses projecteurs ce dimanche sur le service d'imagerie médicale du Centre national d'odontostomatologie, professeur Amadi Traoré. Rendez-vous en fin de journal avec Baraki Sawatara. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, encore une fois, installez-vous confortablement. Tout de suite, les détails. Référendum sur la nouvelle constitution au Mali. La date est fixée au 18 juin prochain. Elle avait été reportée sine die en mars dernier pour permettre notamment la vulgarisation du projet de la nouvelle loi fondamentale et de rendre opérationnelle l'autorité indépendante de gestion des élections 2 mois après ce report. Rétrospective sur les actes posés par les autorités de la transition pour permettre la tenue du référendum à la nouvelle date fixée. Yaya Konati. Le collège électoral est convoqué le dimanche 18 juin. Le rendez-vous aura lieu finalement le 18 juin prochain. Ainsi en ont décidé les autorités de la transition à travers un décret présidentiel, une première étape dans un calendrier électoral qui doit s'achever théoriquement en février 2024 par une élection présidentielle censée marquer le retour à l'ordre constitutionnel dans notre pays. Si l'acte posé ce vendredi par les autorités de la transition est salué par bon nombre d'observateurs comme un pas décisif dans la marche du pays vers un retour à l'ordre constitutionnel, il est loin d'être isolé car il intervient après un certain nombre de gestes de bonne volonté. En reportant sine die le référendum constitutionnel, le gouvernement, on se rappelle, avait notamment évoqué la nécessité de parachever le découpage territorial, de rendre opérationnelle l'autorité indépendante de gestion des élections EJ et de procéder à une vulgarisation du projet de nouvelle constitution. 2 mois après, un certain nombre d'avancées sont constatées sur ces différents chantiers. Depuis sa validation par le président de la transition le 15 mars 2023, le projet de nouvelle constitution a été présenté aux forces vives de la nation, aux légitimités traditionnelles et expliqué aux Maliens sur la quasi-totalité du territoire national. Gouvernement, institutions de la République, autorités régionales et locales, mouvements associatifs n'ont ménagé aucun effort depuis pour que les Maliennes et les Maliens s'approprient le nouveau projet de loi fondamentale. Le Conseil national de la transition avait déjà adopté le 20 février le projet de loi portant découpage administratif du Mali. Une réorganisation territoriale qui a retenu 19 régions, 159 cercles, 466 arrondissements, 819 communes et près de 13 000 villages et fractions. Un découpage qui devait servir de boussole pour l'autorité indépendante de gestion des élections EJ. Au terme de la nouvelle loi électorale, l'EJ doit être représenté au niveau du district de Bamako, des régions, des cercles, mais aussi des communes. Installée dans ses fonctions le 10 janvier dernier, l'autorité est chargée désormais de l'organisation des opérations électorales et référendaires poursuit la mise en place de ces démembrements en vue de sa pleine opérationnalisation. Et c'est muni chacun d'une carte d'identité nationale biométrique sécurisée que les Maliens sont appelés aux urnes le 18 juin prochain et pour l'ensemble des opérations électorales à venir. Après une phase de mise à jour des données biométriques, l'opération de remise de ces cartes biométriques sécurisées a été lancée le 11 avril dernier et se poursuit.
sésame censé contribuer à la transparence et à la fiabilité des scrutins à venir. En annonçant le report du référendum constitutionnel en mars dernier, le gouvernement avait tenu à rassurer ses partenaires quant aux engagements pris par rapport au respect de la durée de la transition. Le gouvernement rassure l'opinion nationale et internationale que le retour à l'ordre constitutionnel après avoir mené les réformes nécessaires demeure une priorité absolue dans le respect de la durée de la transition, avait notamment déclaré le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Demain, lundi 8 mai, le Mali, à l'instar des autres pays membres de la CEDEAO, célèbre la journée de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest, OSRAO. Le thème de l'édition 2023 est « Améliorer la gestion des données de sécurité routière en Afrique de l'Ouest », un appel à l'action. La présidence de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest est assurée par le Mali pour un second mandat de 4 ans. Les actions et initiatives relatives à la sécurité routière sont organisées par l'ANASER sous l'égide du ministère en charge des Transports et des Infrastructures, Jules Sambou-Sissoko. La célébration de la journée de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest, OSRAO, qui a été créée le 8 mai 2008 à Abuja au Nigeria, vise à promouvoir la sécurité routière et la prévention des accidents de la circulation routière. Les États membres de la CEDEAO ont dès lors conclut que la lutte contre l'insécurité routière en Afrique de l'Ouest ne peut être efficace que dans le cadre d'un élan de solidarité. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. La 5e session de l'Assemblée générale de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest, tenue du 14 au 18 octobre 2013 à Ouagadougou, au Burkina Faso, a consacré le 8 mai, journée de l'OSRAO. Depuis cette date, l'Agence nationale de sécurité routière, ANASER, inscrit dans son programme annuel d'activité la commémoration de cette journée. Au titre de l'édition 2023, le bureau exécutif de l'organisation a retenu comme thème « Améliorer la gestion des données de sécurité routière en Afrique de l'Ouest », un appel à l'action. Le thème de l'édition 2023 de la journée de l'OSRAO est une incitation des pays membres de la CEDEAO à remédier aux insuffisances relevées dans la collecte, le traitement et l'acheminement des données d'accidents de la circulation routière. Il s'inscrit dans l'objectif global fixé par les plus hautes autorités du pays dans les documents de stratégie nationale de sécurité routière qui est de réduire le taux de mortalité des accidents de la route de 50% en les ramenant de 25 tués pour 100 000 habitants à 12 tués pour 100 000 habitants à l'horizon 2030. À mi-parcours, l'objectif intermédiaire fixé est de réduire de 25% le nombre de décès, soit moins de 18,5 tués pour 100 000 habitants à l'horizon 2025. Pour atteindre cet objectif, il sera notamment procédé à la formation des agents des commissariats de police et des brigades territoriales de la gendarmerie dans plusieurs régions et les districts de Bamako. Au Mali, l'ANASER est rompu à l'intensification des campagnes de communication, de sensibilisation et de renforcement de la réglementation en matière de sécurité routière. Également dans l'actualité au Mali, WaterAid qui lance officiellement sa nouvelle stratégie 2023-2028. Elle vise à faire du système eau, hygiène et assainissement une priorité pour améliorer la santé publique. La mise en œuvre de cette stratégie coûtera environ 17 milliards de francs CFA. Agibou Koulibaly. Avec le lancement de cette nouvelle stratégie, WaterAid entend améliorer l'accès durable des populations à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement. À ceci s'ajoute le renforcement de la gouvernance et le dynamisme du secteur eau et assainissement. Alidou Kouanda, directeur du programme WaterAid Afrique de l'Ouest. Toutes nos interventions visent à améliorer les indicateurs en matière de santé de nos populations. Bien entendu, il faut améliorer les conditions d'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement dans les centres de santé. Il faut également promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement partout. Et bien entendu, un milieu communautaire, mais aussi un milieu de soins, mais aussi dans les écoles. Pour les 5 prochaines années, WaterAid interviendra à travers plusieurs axes. Tidjani Diallo, directeur pays WaterAid au Mali. C'est d'abord faire de l'eau, l'hygiène et l'assainissement une réalité pour les 5 prochaines années, pour plus de 3 millions de personnes, des Maliens. Et ce n'est pas seulement au niveau communautaire, mais au-delà des milieux communautaires, nous visons les centres de santé.
pour que l'eau, l'hygiène et l'assainissement soient un standard. Une santé de qualité peut être atteinte que s'il y a les services adéquats d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Pour la mise en œuvre de cette stratégie, les autorités se disent prêtes à accompagner WaterAid. Sunsuru Dambélé, secrétaire général du ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. WaterAid, c'est une ONG qui travaille étroitement avec toutes nos directions, toutes nos structures qui sont impliquées dans le cadre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène publique. Donc c'est un document qui a été élaboré en synergie avec tous ces départements et ça cadre parfaitement avec la stratégie du gouvernement concernant ces trois volets, savoir l'eau, l'assainissement et l'hygiène, qui contribuent fortement à la santé publique de façon générale. Le résultat attendu à travers cette nouvelle stratégie est de contribuer non seulement à améliorer les conditions de vie des communautés vulnérables, mais aussi à rehausser le profil du secteur eau et assainissement au Mali. La nouvelle stratégie de WaterAid couvrira les régions de Koulikoro, Dioula, Ségou et Sang. Et nous ouvrons la page internationale de ce 13h dimanche. D'abord, direction le Soudan, où les combats se poursuivent entre l'armée et les forces de soutien rapide. La nouvelle trêve convenue le 4 mai dernier n'a pas tenu, comme d'ailleurs plusieurs. Bonjour Bourama Traoré. Bonjour Ibrahima Traoré. On en parle avec vous. Ainsi, les combats ne connaissent pas de répit à Khartoum, la capitale soudanaise. Les efforts diplomatiques s'intensifient également pour faire taire les armes, n'est-ce pas? Oui, Ibrahima Traoré, les derniers efforts diplomatiques en date viennent des États-Unis et de l'Arabie Saoudite. Ces deux pays ont annoncé des discussions pré-négociations pour faire respecter une trêve. La rencontre aura lieu, selon l'Arabie Saoudite, en présence des représentants des forces armées soudanaises et des forces de soutien rapide. Pour l'instant, aucune date n'a été précisée. Cette initiative saoudo-américaine semble vouloir prendre le pas sur celle régionale. 4 jours plus tôt, l'organisation régionale est-africaine avait indiqué par l'intermédiaire du Soudan du Sud avoir obtenu un accord de principe des belligérants pour parler de paix. Là aussi, ni la date ni le lieu des discussions n'ont été dévoilés. Quant à la Ligue arabe, elle doit se pencher demain lundi sur le dossier soudanais au Caire en Égypte au niveau ministériel. En attendant, les combats se poursuivent. La trêve conclue le 4 mai dernier a été volée en éclats, tout comme les nombreux autres intervenus depuis le début du conflit qui entre dans sa 4e semaine. Selon une ONG soudanaise qui recense les victimes, 700 personnes ont déjà perdu la vie dans les affrontements. Affrontements qui ont également fait 5 000 blessés et provoqué le déplacement de 335 000 Soudanais. Au-delà des victimes directes, le conflit a fait progresser la faim qui touchait déjà un tiers des 45 millions de Soudanais selon l'ONU. Plus de 2 millions de personnes supplémentaires pourraient souffrir de malnutrition aiguë d'ici à 6 mois si les combats continuent, précise la même source. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Bourama Traoré. Au Burundi, le 11e sommet de suivi de l'accord d'Addis Abeba pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo a pris fin. Une rencontre marquée par la présence du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, et des présidents burundais, congolais, sud-africains et ougandais, mais sans le rwandais Paul Kagame et le Kenyan William Ruto. Noun Sissoko, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Vous suivez ce dossier pour 13h dimanche. Alors, relancer cet accord dont les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes, c'est le mot d'ordre de cette réunion. Une fois n'est pas coutume, c'est par un consensus qu'a démarré le sommet consacré au suivi de l'accord 4, signé il y a tout juste 10 ans à Addis Abeba. Le bilan est mitigé et les résultats demeurent modestes, ont reconnu les différents participants. Néanmoins, pas de volonté d'enterrer ce mécanisme, il faut le revitaliser. Cela a véritablement été le leitmotiv de cette rencontre. Après les prises de parole publiques, il y a eu environ 3 heures d'échanges à huis clos et les discussions ont été quelque peu tendues, notamment entre les présidents congolais et le ministre rwandais. Kinshasa accuse Kigali de soutenir le mouvement du M23 qui, depuis plus d'1 an, a repris les armes et conquis une partie de la province du Nord Kivu. Des accusations étayées par plusieurs rapports d'experts des Nations Unies. Cette situation suscite l'inquiétude des participants à cette réunion de Bujumbura qui ont tenu à le signaler dans le communiqué final. Des signataires qui appellent à des actions rapides pour permettre la désescalade entre la RDC et le Rwanda. Ils assurent aussi leur plein soutien au processus de Luanda et de Nairobi. Les responsables présents se sont enfin mis d'accord sur une feuille de route pour relancer l'initiative. Plusieurs étapes sont prévues avec une réunion sous la houlette de l'Union africaine dès ce mois-ci, puis une retraite avec tous les acteurs politiques et diplomatiques, mais aussi les chercheurs qui travaillent sur cette question. L'objectif est d'arriver en 2024 au sommet de Kampala en Ouganda,
avec un nouveau rapport à soumettre aux membres de l'accord cadre. Alors, nous, ce sommet a enregistré, nous l'avons dit, une large participation des pays de la région, mais aussi des absents de marque, parmi lesquels les chefs d'État. Comment expliquez-vous cela ? 13 pays de la région étaient représentés et plusieurs chefs d'État ont pris part à ce sommet, tels que le Congolais Félix Tshisekedi, le président de l'Afrique du Sud Cyril Ramaphosa, l'Ougandais Yoweri Museveni ou encore le Centrafricain Faustin Archange Touadéra. Ce sommet se tient dans un contexte de recrudescence des tensions qui contraste avec l'optimisme qui a prévalu il y a quelque temps dans la région, a affirmé à la tribune Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Les résultats concrets de nos démarches demeurent modestes. Les tensions n'ont pas baissé si elles ne se sont pas exacerbées, a reconnu le président de la Commission de l'UA, Ibrahima Traoré. L'absence de 2 chefs d'État était tout de même à noter, celle du Rwandais Paul Kagame et du Kenyan William Ruto, qui dirige la force est-africaine déployée dans l'est de la RDC. Ce dernier serait en froid avec Kinshasa depuis le remplacement du commandant en chef de cette force. Les responsables rwandais et kenyans se trouvent pour leur part à Londres pour le couronnement de Charles III. Merci beaucoup pour tous ces détails, Nouhoum Sissoko. L'Organisation mondiale de la santé vient de lever l'alerte maximale sur la pandémie de Covid-19. C'est la fin de l'urgence sanitaire internationale. L'OMS appelle toutefois à ne pas baisser la garde et les experts demandent une gestion à long terme de la maladie qui a fait des millions de victimes avec un bilan économique et social dévastateur. Lassina Keita. C'est avec beaucoup d'espoir que je déclare que le Covid-19 n'est plus une urgence sanitaire de portée internationale. Ces mots sont de Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, qui vient de lever le plus haut niveau d'alerte sur la pandémie de Covid-19 le vendredi dernier. Auparavant, le comité d'urgence de l'OMS avait recommandé lors d'une réunion pour la 15e fois d'annoncer la fin de l'urgence sanitaire internationale. Le 11 mars 2020, l'OMS avait annoncé officiellement que l'épidémie de Covid-19, dont le bilan était alors de 100 000 morts dans le monde, était désormais au stade de la pandémie. Désormais, cette maladie est sous contrôle, mais l'OMS appelle à ne pas baisser la garde face à une maladie qui a fait état de 6,9 millions de morts et plus de 765 millions de personnes infectées selon les derniers rapports officiels de l'organisation publiés le 3 mai 2023. Les experts consultés par le directeur général ont jugé qu'il était temps de passer à une gestion à long terme de la pandémie de Covid-19, malgré les incertitudes qui subsistent sur l'évolution du virus. La phase de crise de la pandémie est passée, mais pas le Covid. Donc, il serait regrettable d'utiliser cette levée d'alerte comme une raison de baisser sa garde, a conclu Tedros Adhanom Ghebreyesus Ibrahima Traoré. Merci beaucoup Lassina Keita. En Angleterre, le roi Charles III a été couronné hier samedi à l'abbaye de Westminster à Londres lors d'une cérémonie chrétienne pleine de pompe et de solennité 8 mois après la mort d'Élisabeth II. Mohamed Sangaré, bonjour. Bonjour Ibrahim Traoré. Cela faisait 70 ans que le Royaume-Uni n'avait pas vu ça, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Malgré la pluie et un certain manque d'enthousiasme populaire entourant cet événement unique en Europe, des dizaines de milliers de personnes se sont massées pour apercevoir le souverain et sa deuxième épouse, les saluer depuis le mythique balcon du palais de Buckingham après son sacre à l'abbaye. Temps fort de ces moments d'histoire comme seule la monarchie britannique sait en produire, l'archevêque de Canterbury a posé sur la tête du souverain de 74 ans la couronne de Saint-Édouard en or massif. Vêtu d'une simple chemise en lin blanc, le roi avait peu avant reçu l'onction à genoux. Il a réapparu aux yeux de l'assistance et des centaines de millions de téléspectateurs attendus pour revêtir la super tunica, manteau en soie enveloppé de fines pièces d'or, puis le manteau impérial en étoffe d'or, l'étoile royale sur les épaules, le gant du couronnement en cuir blanc sur la main droite, un sceptre dans chaque main. Le roi a ensuite reçu la couronne de plus de 2 kilos
de plus de 2 kilos utilisés pour tous les couronnements depuis 1661. God Save the King, a déclaré l'archevêque Justin Welby, premier dignitaire de la religion anglicane, imité par certains des 2300 invités présents à l'abbaye. Des trompettes ont retenti et des coups de canon ont été entendus aux 4 coins du Royaume-Uni. Son héritier William a ensuite prêté l'allégeance à son père. Camilla, 75 ans, la deuxième épouse de Charles, a ensuite été bénie et couronnée. Charles III est devenu roi du Royaume-Uni et de 14 pays du Commonwealth, du Canada à l'Australie, en passant par la Jamaïque en septembre, à la mort de sa mère Elisabeth II à l'âge de 96 ans. Ibrahim, il faut noter que le Royaume-Uni n'avait plus vu depuis 1953 ces rites millénaires modernisés avec une durée plus courte. Ibrahim. God save the king. Merci beaucoup, Mohamed Sangari. L'actualité des sports dans quelques instants. Sport, oui, le journal des sports, c'est avec vous, Bemba Sibi. Bonjour, bien installé. Hein? Bonjour Ibrahim Traoré. Alors du football d'abord avec la 16e journée du championnat national de Ligue 1 qui se poursuit ce dimanche. Les 6 matchs restants de la 16e journée sont au menu à partir de ce dimanche jusqu'au mardi prochain. La levée du boycott des arbitres explique cela. Les 2 affiches de ce dimanche sont Asco El Seba à Koulikoro et Afé 11 créateurs à Bougouni. Pour rappel, les matchs AS Black Star Djoliba et Stade malien de Bamako AS Bakaridjan sont les 2 rencontres disputées. À Ségou, le stade Amari Daou va abriter les demi-finales de la Coupe du Mali de football le samedi prochain. Le stade Amari Daou de Ségou, l'une des meilleures pelouses du Mali, va vibrer au rythme des demi-finales de la Coupe du Mali de football 2023. La FEMAFOOT a décidé de délocaliser les matchs du dernier carré à Ségou à travers la Ligue régionale. Le samedi 13 mai 2023, tous les regards seront tournés vers le mythique stade Amari Daou pour les demi-finales dont le tirage est prévu pour ce lundi 8 mai dans l'émission Score sur ORTM1. Les 2 tickets pour la finale se disputeront entre le stade malien de Bamako, 21 trophées, 11 créateurs de Niarela, 2 trophées, l'AS Bakaridjan de Baraouli, finaliste en 2007, et Binga FC, finaliste en 2021. Cannes des moins de 17 ans où nos aiglonnés font de belles opérations. Alors, les regards sont tournés vers le Cameroun et le Burkina Faso qui s'affrontent ce dimanche pour la 2e place du groupe C qualificative pour le second tour. La phase de groupe prend fin ce dimanche 7 mai. Le Burkina Faso et le Cameroun disputent la dernière rencontre du groupe C avec aucun point au compteur pour chacune des 2 équipes. Cette rencontre s'annonce électrique au regard de son énorme enjeu, la qualification. Le Burkina Faso dispose tout de même d'un léger avantage car un match nul qualifierait les étalons cadets, tout le contraire des Camerounais qui ont absolument besoin d'une victoire. Cameroun-Burkina Faso, c'est à suivre aujourd'hui à 19h, temps universel. La 3e journée du groupe B s'est jouée hier. Le Nigeria remporte le choc face à l'Afrique du Sud de 3-2 et s'est qualifié pour les quarts de finale alors que la Zambie a créé la surprise en s'imposant 2-1 devant le Maroc. Le Nigeria avec 6 points se hisse à la 2e place derrière le Maroc, 6 points également. Quant à l'Afrique du Sud, avec 3 points, elle se qualifie en quart de finale comme meilleure 3e et affrontera le Sénégal en quart. Le Maroc aura comme adversaire en quart l'Algérie. Le Mali sera face au Congo. La dernière affiche opposera le Nigeria au Burkina Faso ou le Cameroun. Terminons en Espagne où, sans surprise, le Real est de nouveau roi de ce pays. Largué en championnat, le Real Madrid devait sauver sa saison avant une demi-finale de Ligue des Champions à jouer contre Manchester City. Et pour cette finale, les merengues démarrent évidemment avec leur équipe type en face à Osasuna qui voulait s'offrir le premier titre de son histoire après une finale perdue en 2005. Peine perdue donc, les Madrilènes vont prendre le dessus et s'imposer par le score de
2-1 après une finale de Supercoupe d'Espagne perdue contre le FC Barcelone et un titre de champion d'Espagne presque impossible à aller chercher. Le Real se console pour le moment avec cette Coupe d'Espagne, la 20e de son histoire, Ibrahim. Merci beaucoup Bemba Sibi pour toutes ces informations sportives. Santé dans quelques instants. Focus Santé. Focus sur le Centre national d'odontostomatologie professeur Amadi Traoré qui dispose depuis 2021 d'un service d'imagerie médicale. Il est composé d'un scanner, d'une échographie de dernière génération, d'une table de radiographie os-poumon et d'une radiographie panoramique dentaire. Ce service vient appuyer les spécialistes d'odontostomatologie dans le diagnostic des différentes pathologies. Projecteur sur le service d'imagerie médicale du Centre national d'odontostomatologie avec Baraki Sawatara. Le service d'imagerie médicale du Centre national d'odontostomatologie ne s'occupe pas uniquement des pathologies bucco-dentaires. Il offre tous les services relevant de l'imagerie médicale et est équipé d'appareils de dernière génération. Médecin commandant Kassim Sidibé, chef de service de radiologie et d'imagerie médicale du CNOS. À la création du service, nous avons eu à faire des acquisitions d'équipements nouveaux de dernière génération qui sont entre autres un scanner multibarrette, une échographie de dernière génération, une table de radiographie os-poumon et une radiographie panoramique dentaire. Grâce à ces équipements, le service d'imagerie du CNOS a désormais les moyens de satisfaire tous les besoins d'imagerie de nombreux patients. Médecin commandant Kassim Sidibé, chef des services de radiologie et d'imagerie médicale du CNOS. La particularité, c'est en plus de la radiographie panoramique dentaire que nous faisons. On fait également des arthroscanners, c'est-à-dire qui consiste à injecter du produit de contraste dans les articulations et après faire le scanner pour pouvoir voir les lésions au niveau des différentes articulations. Entre autres les genoux, l'épaule, la cheville et le rachis. Ce service d'imagerie permettra surtout de rapprocher les patients des lieux d'examen complémentaires. Médecin commandant Kassim Sidibé. Nous recevons des patients qui sont non seulement adressés par les médecins qui travaillent dans notre centre hospitalier, mais également des patients venant d'autres structures hospitalières et sanitaires. Mais également aussi, en plus des praticiens hospitaliers ici, le service aussi est ouvert aux autres spécialistes des autres services. Ce service d'imagerie est d'un grand appui pour les autorités sanitaires qui aspirent à assurer l'accessibilité géographique et financière de l'ensemble des populations pour des services de santé de qualité. Focus Santé. Focus Santé, une réalisation de Baraki Sawatara que vous allez retrouver juste après moi dans Rétro 7, la rétrospective de l'actualité de la semaine. Ainsi s'achève donc ce 13h dimanche que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec à la mise en onde de Bintou Traoré. À la mise en ligne, Sekou Traoré. La réalisation est assurée par Lassina Keita. À la coordination éditoriale, Bourama Traoré. Très bon moment de radio en notre compagnie. Au revoir.